André le géant était connu pour sa taille massive, mais saviez-vous que sa fille est en réalité encore plus grande que lui? Comment a-t-elle réussi à surpasser la légende elle-même? Et quelle est son histoire? Rejoignez-nous pour explorer les faits surprenants sur la fille d'André le géant et ce qui la rend unique. Un géant est né. André le géant est né le 19 mai 1946 à Coulommiers, en France, une petite ville située à environ 40 miles à l'est de Paris. Dès qu'il est arrivé au monde, il était clair qu'il était différent. Pesant 13 livres à la naissance, André était bien plus grand que le nouveau-né moyen. Sa taille à la naissance n'était que le début d'une vie marquée par une croissance extraordinaire. André a grandi dans le village voisin de Molien, une communauté agricole tranquille. La vie à Molien était simple et laborieuse. Les parents d'André, Boris et Marianne Roussimov étaient agriculteurs. Ils vivaient modestement et travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs 5 enfants. André était l'enfant du milieu, et bien qu'il vienne d'une grande famille, il se distinguait rapidement. Contrairement à ses frères et sœurs, qui grandissaient à un rythme normal, André a rapidement pris de la taille d'année en année. À l'âge de 12 ans, il mesurait déjà 6 pieds 3 pouces. À 14 ans, il avait atteint 6 pieds 6 pouces. Personne d'autre dans la famille ne partageait ce schéma de croissance inhabituel. Il y avait des indices que la taille d'André pouvait être génétique. Son grand-père était apparemment très grand, bien qu'il ne soit pas près de la taille qu'André allait atteindre. À l'époque, on pensait que sa croissance rapide était simplement héréditaire. Les médecins ne remarquaient ça pas de signes de problèmes hormonaux au début. La compréhension médicale des conditions comme l'acromégalie était limitée, surtout dans les zones rurales. Ainsi, la taille d'André restait en grande partie un mystère pour ceux qui l'entouraient. Malgré sa taille, André a vécu une vie assez normale pendant ses premières années. Il allait à l'école comme n'importe quel autre enfant du village. Mais même durant ses premiers jours, il a vécu des choses qui deviendraient plus tard légendaires. L'une des histoires les plus intéressantes de l'enfance d'André concerne le célèbre dramaturge Samuel Beckett. Beckett, qui vivait à proximité et connaissait le père d'André, lui offrait souvent des trajets en camion vers l'école. André était trop grand pour entrer dans le bus scolaire, alors Beckett a proposé une solution. Les deux faisaient le trajet ensemble dans le silence ou la conversation décontractée. Et bien que Beckett devienne plus tard mondialement célèbre pour André, il n'était que le voisin sympathique qui lui donnait un coup de main. Mais l'enfance d'André ne dura pas longtemps. Sa famille avait des difficultés financières et les exigences de la ferme augmentaient en an. Lorsqu'André a eu 14 ans, son père l'a retiré de l'école pour qu'il puisse travailler à plein temps sur la terre. André a accepté le changement sans protester, mais cela a marqué un tournant dans sa vie. Il a perdu le dernier vestige d'une enfance normale. À partir de ce moment-là, ses journées en étaient remplies de travail acharné. Grâce à sa force et à sa taille, André pouvait faire le travail de plusieurs hommes. Il a aidé sa famille à survivre pendant les moments difficiles, mais le coût était élevé. Il a raté l'occasion d'être un adolescent ordinaire. Bien que la vie fût difficile, André n'a jamais perdu son sens de l'humour ni sa gentillesse. Il était connu dans la région de Molien comme un géant gentil. Les gens se souvenaient souvent de lui pour son sourire chaleureux et sa politesse. Les enfants du village n'avaient pas peur de lui et les adultes le respectaient. Il avait un certain charisme même à l'époque, une présence calme qui attirait les gens. Cela deviendrait plus tard l'une de ses plus grandes forces lorsqu'il entrerait dans le monde de la lutte professionnelle. La croissance rapide d'André se poursuivrait tout au long de son adolescence, et finalement, la raison de cette croissance deviendrait claire. Il fut plus tard diagnostiqué avec de l'acromégalie, une condition rare causée par une surproduction d'hormones de croissance. Cette condition affectait ses os, en particulier dans ses mains, ses pieds et son visage. À l'époque, cependant, personne ne savait ce qui se passait. André continuait simplement à grandir, et les gens continuaient à s'émerveiller de sa taille. Il portait des chaussures de taille 22 et devait utiliser des meubles spéciaux même en tant qu'adolescent, mais il apprit à vivre avec, ne laissant jamais ces différences entraver sa bonne nature. L'enfance d'André était marquée par des luttes, des sacrifices et une célébrité inattendue, même avant qu'il ne monte jamais sur un ring de lutte. L'appel de la lutte. À l'âge de 17 ans, André savait que la vie à la ferme familiale à Molien ne lui suffisait pas. Il avait passé des années à travailler la terre, à aider ses parents et à faire le dur travail physique qui accompagnait la vie agricole. Mais au fond de lui, André s'ennuyait. Il savait aussi qu'il était différent, et pas seulement en taille. Il voulait plus de la vie, plus d'excitation, plus d'opportunités, et peut-être même un peu d'aventure.
Ainsi, avec détermination et pas grand-chose d'autre, il quitta la campagne pour se diriger vers Paris. Paris, au début des années 1960, était un monde complètement différent de Molien. C'était plus grand, plus bruyant et rempli de nouvelles expériences. André a pris divers emplois pour subvenir à ses besoins. Il a travaillé comme déménageur, soulevant des meubles lourds avec aisance grâce à sa force naturelle. Il a également été remarqué par des gens qui ne pouvaient s'empêcher de remarquer sa taille énorme. Finalement, la nouvelle est parvenue à un promoteur de lutte local. Le promoteur a rencontré André et a immédiatement vu son potentiel, non seulement dans sa carrure mais aussi dans sa présence. André était grand, fort et inoubliable. Avec les bons conseils, il pourrait devenir une star. André a accepté d'essayer la lutte. Au début, c'était un petit événement local. Il luttait dans de petites salles françaises sous le nom de Jean Ferré, un nom inspiré d'un héros folklorique français. Il était présenté comme le géant gentil, et les fans étaient émerveillés par sa personnalité aimable et sa force incroyable. Ses premiers matchs l'ont aidé à apprendre les bases de la lutte. Comment se déplacer dans le ring, comment raconter une histoire à travers la performance et comment se connecter avec le public. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne dépasse la scène locale. Les promoteurs d'autres pays ont commencé à entendre parler du géant français. Bientôt, André fut invité à lutter au Québec, au Canada, où le public avait un goût pour des personnalités plus dramatiques et intenses. Là-bas, il fut rebaptisé Monstre Roussimoff. Le nouveau nom était censé sonner plus redoutable et attirer l'attention. Au Japon, où il commença également à lutter, sa taille fascinait les gens. Il se démarquait immédiatement même dans une culture qui respectait profondément la lutte en tant que sport et art de la performance. Mais le tournant le plus important est survenu au début des années 1970 lorsque André attira l'attention de Vincent McMahon Sr., le chef de la World Wide Wrestling Federation, qui deviendrait plus tard la WWE. McMahon savait qu'André était son spécial, mais il savait aussi que le simple fait d'être grand ne suffisait pas. Le monde de la lutte avait besoin d'un personnage plus grand que nature, quelqu'un que les fans n'oublieraient jamais. Alors McMahon lui donna un nouveau nom, André le Géant. Le changement de nom n'était qu'une partie de la stratégie. McMahon prit également une décision intelligente qui changea la carrière d'André à jamais. Il fit d'André une attraction rare. André ne lutterait pas toutes les semaines dans la même ville. Au lieu de cela, il devenait un événement spécial. McMahon limita soigneusement les apparitions d'André pour que chaque fois qu'il se présentait, cela ait l'air d'un grand événement. Cela a aidé à construire la légende d'André le Géant. Les fans ne se lassaient jamais de le voir, parce que c'était toujours une occasion spéciale. André luttait dans le monde entier, jusqu'à 340 matchs par an. Il voyageait constamment, passant d'un pays à l'autre et d'une ville à l'autre. Lutter autant de fois en une année signifiait qu'André avait à peine le temps de se reposer. C'était épuisant, tant physiquement que mentalement. Mais il continuait parce qu'il aimait performer et qu'il comprenait son rôle dans l'essor de la lutte. Une partie du succès d'André venait de la façon dont les promoteurs le commercialisaient. L'un des aspects les plus célèbres de sa carrière était l'idée qu'il était invaincu pendant des années. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il a perdu des matchs mais les promoteurs ont travaillé dur pour construire le mythe. Cela a fait croire aux fans qu'André était imbattable. Cela a ajouté à son mystère et a rendu chaque match plus dramatique. Quand il entrait dans un ring de lutte, les gens croyaient voir quelqu'un d'inarrêtable. Bien sûr, être aussi grand comportait de véritables défis. André avait du mal à s'installer dans des voitures, des avions et même des lits d'hôtel. Des choses de simples comme manger en public pouvaient en poser problème. Les gens le regardaient, posaient des questions ou faisaient parfois des commentaires désagréables. Il se sentait souvent mal à l'aise dans des espaces publics. Sa santé commençait également à souffrir du voyage constant et des effets de l'acromégalie, la condition qui l'avait fait grandir si largement au départ. Il vivait avec des douleurs dans le dos, les genoux et les articulations, mais il ne le montrait que rarement en public. La princesse promise. Au milieu des années 1980, André le Géant était déjà une légende dans le monde de la lutte, mais sa renommée était sur le point d'atteindre encore plus de personnes, non pas sur un ring, mais sur grand écran. Cette chance est venue avec un film intitulé « La princesse promise », une aventure féerique pleine d'humour, d'amour et de combats à l'épée. Les créateurs du film, l'écrivain William Goldman et le réalisateur Rob Reiner, avaient une personne précise en tête pour le rôle de Fezzik, le géant gentil. Cette personne était André. Goldman avait en fait écrit le personnage de Fezzik en pensant à André.
Il voyait Fezzik comme grand et fort, mais aussi gentil, drôle et attachant. Pour Goldman, André semblait être le choix parfait dans la vie réelle. Rob Reiner était d'accord. Il pensait qu'André pouvait apporter quelque chose de spécial au film que aucun acteur entraîné ne pourrait. Une présence et un charme authentique qui venaient de sa différence naturelle. Mais faire entrer André dans le rôle n'était pas simple. Tout d'abord, il y avait la barrière de la langue. L'anglais n'était pas la première langue d'André, et lire un script de film était très différent de mémoriser des répliques de lutte ou des interviews. Lors des auditions et des premières répétitions, André avait du mal à prononcer certains mots clairement. Il était nerveux à l'idée de faire des erreurs ou d'être mal compris. Pourtant, Reiner et le reste de l'équipe croyaient en lui. Ils ont travaillé avec lui patiemment, l'aidant à répéter ses lignes lentement, parfois en les répétant encore et encore, jusqu'à ce qu'elles semblent naturelles. Sa voix profonde et son accent unique sont finalement devenus une partie de ce qui rendait Fezzik si spécial. Ensuite, il y avait les défis physiques. À ce moment-là, le corps d'André était déjà sous beaucoup de stress. Des années de lutte, de voyage, et les effets de l'acromégalie avaient causé de graves douleurs au dos. Il ne pouvait plus bouger comme avant. Des choses simples, comme se pencher ou rester debout trop longtemps, étaient hontes et douloureuses. Donc, lorsque le script du film demandait à Fezzik d'attraper la princesse Buttercup pendant une chute, l'équipe devait utiliser une machinerie cachée. Cela donnait l'impression qu'André l'attrapait avec aisance, mais en réalité, des effets spéciaux et des câbles de soutien ont aidé à le faire sans lui faire mal. Il y avait d'autres ajustements aussi. Dans une scène, Fezzik était montré à cheval, mais les chevaux ordinaires ne pouvaient pas porter quelqu'un d'aussi grand qu'André, en toute sécurité. Ainsi, l'équipe devait adapter la selle et guider soigneusement le cheval en s'assurant que tout était équilibré. La taille d'André faisait partie intégrante de l'histoire, mais cela compliquait aussi le tournage plus que prévu. Malgré tous ces obstacles, André a donné à son rôle tout son cœur. À l'écran, Fezzik est devenu exactement ce que Goldman et Reiner avaient imaginé, un géant au grand cœur. Les fans ont adoré la façon dont André a livré ses répliques, en particulier les rimes douces et amusantes avec son partenaire, Inigo Montoya. Ses répliques les plus célèbres, comme « Quelqu'un veut une cacahuète », sont devenues des favorites des fans. Fezzik était drôle, attentionné et fort. Le public s'est instantanément connecté avec lui, et la chaleur naturelle d'André se dégageait dans chaque scène. Lorsque La Princesse Promise est sortie en 1987, il est devenu un énorme succès. Ce n'était plus seulement un public de lutte, les gens de tous âges ont pu voir un autre côté d'André. Pour beaucoup, ce film était leur première introduction à lui. Il n'était plus seulement un géant sur le ring, il était une star de cinéma et une star avec du cœur. André lui-même était extrêmement fier de ce rôle. Il emportait une cassette VHS de La Princesse Promise partout où il allait. Ses amis et collègues disaient maintenant qu'il montrait souvent le film aux gens, fier de ce qu'il avait accompli. C'était son rôle préféré en dehors de la lutte. Pour André, cela signifiait plus que jouer. C'était la preuve qu'il pouvait être plus que ce que les gens attendaient de lui. WrestleMania 3, en 1987, André le Géant n'était plus seulement une attraction de lutte. Il était une superstar mondiale. Mais cette année-là, quelque chose d'encore plus grand s'est produit. LS est monté sur le ring pour ce qui allait devenir l'un des matchs les plus importants et les plus discutés de l'histoire de la lutte professionnelle, André le Géant contre Hulk Hogan à WrestleMania 3. Ce n'était pas un match ordinaire, c'était soigneusement préparé comme une bataille entre deux légendes. André était présenté comme invaincu depuis 15 ans, une force inarrêtable. Que cette série soit complètement vraie ou non n'avait pas d'importance. Les fans y croyaient. De l'autre côté se trouvait Hulk Hogan, le héros américain montante et visage de la World Wrestling Federation. Hogan était bruyant, musclé et plein d'énergie. Il était tout ce que les jeunes fans adoraient dans les années 1980. Vince McMahon, le chef de la WWF, savait que mettre ces deux géants ensemble créerait un moment que les gens n'oublieraient jamais. WrestleMania 3 a eu lieu le 29 mars 1987 au Pontiac Silverdome dans le Michigan. Plus de 93 000 fans ont rempli le stade, en faisant l'une des plus grandes foules de l'histoire de la lutte. Des millions d'autres ont regardé depuis chez eux. L'événement était commercialisé autour d'un thème central. Hulk Hogan pouvait-il vraiment vaincre André le Géant ? En coulisses, les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles en avaient en l'air. La santé d'André se déclinait rapidement. Des années de lutte, de voyage et de lutte avec l'acromégalie, un trouble hormonal qui causait sa croissance extrême avait eu un impact sérieux.
En 1987, son 2 était dans un état terrible. Il pouvait à peine marcher sans douleur. Rester debout longtemps était douloureux. Même entrer sur le ring était difficile. Mais André refusait d'abandonner. Il insistait pour faire le match, peu importe la douleur qu'il ressentait. Pour y arriver, André prenait des analgésiques. Certains rapports disent qu'il était en agonie tout au long de l'événement, mais il ne laissait jamais les fans le voir. Il savait que le moment était plus grand qu'un simple match de lutte. C'était un tournant. André approchait de la fin de sa carrière sur le ring. Hogan devenait le nouveau visage de la lutte. Ce match était un passage de flambeau, physiquement et symboliquement. Le match lui-même n'était pas une longue bataille technique, mais il n'avait pas besoin de l'être. Il racontait une histoire. André dominait au début, utilisant sa taille pour fatiguer Hogan. La foule était entièrement derrière Hogan, l'encourageant. Chaque coup, chaque mouvement augmentait la tension. Puis vint le moment qui a fait l'histoire. Devant des milliers de fans hurlants, Hogan souleva André et le projeta au sol. C'était un mouvement que personne ne pensait possible. À l'époque, André pesait plus de 500 livres et Hogan n'avait jamais soulevé autant devant un public aussi large. Ce body slam, suivi du mouvement final de Hogan, le leg drop, scella la victoire. Hogan a pin André et la foule a explosé. Ce moment est encore montré dans les montages aujourd'hui. Était devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la lutte. Pour les fans, c'était inoubliable. Pour André, c'était la manière parfaite de redonner à l'industrie qu'il avait aidé à construire. Il a laissé Hogan gagner. C'était la façon d'André de soutenir l'avenir de la lutte, même s'il ne pouvait plus être la principale star. En coulisses, Hogan a toujours montré un profond respect pour André. Il a souvent dit qu'il était nerveux à l'idée du match et n'était pas sûr qu'André le laisserait gagner. André, étant le professionnel qu'il était, a donné à Hogan la vedette sans hésitation. Il savait ce qui était le mieux pour l'industrie. À ce moment-là, André a aidé à créer une nouvelle ère de la lutte tout en cimentant sa propre place en tant que légende. Après WrestleMania 3, André a continué à lutter pendant quelques années, mais son corps continuait à se détériorer. Pourtant, ce match est devenu le sommet de sa carrière. C'était le moment où André n'était pas seulement un lutteur, il faisait partie de la culture pop américaine. Les gens qui ne regardaient même pas la lutte savaient qui était André le Géant. Son image, sa taille et sa gentillesse sont devenus célèbres dans le monde entier. Numéro 5. Dernières années et décès. Au fil des ans, le prix que la vie et la lutte avaient en fait payer au corps d'André le Géant devenait de plus en plus difficile à ignorer. L'homme qui avait autrefois émerveillé le monde par sa taille et sa force vivait désormais avec une douleur presque constante. Sa santé se dégradait et chaque mouvement devenait plus difficile. La mobilité d'André était particulièrement limitée à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ses blessures au dos étaient sévères, et même rester debout longtemps causait de l'inconfort. Marcher devenait lent et douloureux. Il évitait les voyages en avion quand il le pouvait, car les sièges exigus étaient presque insupportables. Sa condition était aggravée par l'acromégalie, le trouble hormonal qui avait causé sa croissance extrême au départ. Ce trouble non seulement augmentait la taille de ses os et de ses organes, mais entraînait également une variété de problèmes de santé graves, notamment des problèmes cardiaques et une dégradation des articulations. À mesure que les apparitions publiques et les dates de lutte diminuaient, André commença à passer plus de temps dans son ranch à LR Bay, en Caroline du Nord. Le ranch lui offrait paix et tranquillité, un endroit pour échapper aux caméras et aux voyages constants. Il élevait des chevaux et appréciait le calme de la vie rurale. C'était son sanctuaire. Là, il pouvait se détendre loin de la pression d'être André le Géant et juste être lui-même, André René Roussimoff. Mais même dans sa vie privée, les défis de santé d'André se poursuivaient, Ronan. Il utilisait toutes sortes de supports pour l'aider à se déplacer. Il parlait rarement de la douleur qu'il ressentait, mais ceux qui étaient là proches de lui savaient combien il souffrait. Ses amis disaient en quand qu'il riait encore, souriait toujours et faisait des blagues. Mais derrière tout cela, il était fatigué. L'homme qui luttait autrefois 300 fois par an pouvait à peine se lever du lit sans assistance. En janvier 1993, André retourna en France pour assister aux funérailles au troumailles de son père, Boris Roussimoff. Alors qu'il séjournait dans un hôtel à Paris, André décéda dans son sommeil d'une insuffisance cardiaque congestive. Il avait 46 ans. Malgré tout ce qu'il avait enduré, sa mort fut silencieuse. Il n'y avait pas de caméra ni d'interview, juste le silence. Un géant était tombé, non pas sur le ring, mais seul dans une chambre d'hôtel. Sa mort choqua le monde de la lutte. Lutteurs, promoteurs et fans réagirent avec une profonde tristesse.
Vince McMahon, Hulk Hogan et bien d'autres partagèrent des histoires sur l'humour, la force et la gentillesse d'André. Bien qu'André ait gardé un profil bas dans ces dernières années, son influence n'avait jamais disparu. L'industrie savait qu'elle avait perdu quelqu'un de vraiment unique. André n'était pas seulement un lutteur, il était un symbole de la lutte elle-même, surtout dans les années 1970 et 1980. Il y eut des complications avec sa crémation en raison de sa taille énorme. Les installations de crémation ordinaires ne pouvaient pas gérer une personne de la taille d'André. Finalement, des arrangements furent pris et ses cendres furent dispersées sur son ranch en Caroline du Nord, son endroit préféré où il s'était senti le plus chez lui. Il n'y eut pas de grand enterrement, ni d'hommage élaboré. C'était le souhait d'André. Il ne voulait pas d'un grand événement ni de beaucoup d'attention médiatique. À la fin, l'homme qui avait été plus grand que nature voulait quitter le monde en silence. La paternité et la célébrité. Pour toute la célébrité qu'André le géant a acquise dans sa vie, le rôle qui est resté compliqué était celui de père. Derrière les caméras et les projecteurs de la lutte, André avait une vie personnelle que très peu de gens ont jamais vue. L'un des aspects les plus émotionnels et complexes de cette vie privée était sa relation avec une femme nommée Jean Christensen et leur fille Robin Christensen Roussimoff. André a rencontré Jean Christensen au début des années 1970. Jean n'était pas seulement un modèle, elle travaillait également dans les relations publiques pour l'industrie de la lutte. Elle était grande, mesurant plus de 6 pieds, 4 pouces, ce qui attirait naturellement l'attention chaque fois qu'elle était avec André. Ensemble, ils formaient un couple frappant. Leur relation n'a jamais été officiellement confirmée comme un mariage, bien que beaucoup de gens aient donc supposé qu'ils étaient d'un marié en raison de la durée de leur relation. En réalité, leur relation a été tumultueuse pendant plusieurs années, s'étendant de 1972 jusqu'aux années 1980. Ils ont gardé les choses assez privées, restant principalement à l'écart des médias. En 1979, Jean a donné naissance à une fille nommée Robin Christensen Roussimoff. Robin était le seul enfant d'André. Sa naissance aurait dû être un grand moment pour André, mais la vie ne s'est pas déroulée de manière typique. Bien qu'André ait reconnu Robin comme sa fille, le lien entre eux était limité. Au cours de sa vie entière, Robin n'a rencontré son père qu'environ 5 fois. Il y avait quelques raisons clés pour lesquelles André et Robin n'ont jamais pu établir un lien étroit. La première était le programme d'André. En tant que l'un des lutteurs les plus demandés au monde, il voyageait constamment. Certaines années, il luttait dans plus de 300 matchs, passant d'un pays à l'autre tous les quelques jours. Il avait à peine le temps de se reposer, encore moins de construire une relation avec sa fille. Les appels téléphoniques étaient un nom rare et les visites en personne étaient presque impossibles à organiser. Mais la distance n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle. André vivait sa vie en tant que figure mythique, quelqu'un de plus grand que nature. Pour la plupart des gens, il n'était pas juste un homme, il était aussi un géant. Ce genre d'image publique rendait difficile pour lui de mener une vie personnelle normale. En ce qui concerne la paternité, André a peut-être eu du mal à passer du statut de star mondiale à celui de père. Les personnes proches de lui ont dit qu'il se souciait de Robin, mais qu'il ne savait pas comment être un père. Il pouvait y avoir de la culpabilité, de la confusion, voire de la peur, des émotions dont il parlait rarement. Jean a également joué un rôle dans la façon dont les choses se sont déroulées. Après avoir donné naissance à Robin, elle a déménagé aux États-Unis et a élevé sa fille seule. Jean a pris la décision consciente de tenir Robin à l'écart des projecteurs. Elle voulait que sa fille grandisse dans un environnement calme et normal, loin du chaos du monde de la lutte. Bien que cela ait protégé Robin des regards du public, cela a également créé encore plus de distance entre elle et André. Les rares fois où ils se rencontraient étaient souvent courtes et maladroites, avec peu de temps pour établir un véritable lien. La partie la plus déchirante de cette histoire est survenue à la fin de la vie d'André. André est mort en janvier 1993 alors qu'il était à Paris pour les funérailles de son père. Mais Robin ne l'a appris qu'un mois plus tard, et pas par la famille ou des amis, mais par l'un des avocats d'André. La nouvelle tardive a rendu la perte encore plus difficile. Elle avait à peine connu son père, et maintenant il était parti. Il n'y avait pas eu de dernière conversation, ni d'adieu. Porter l'ombre du géant Robin a été principalement élevé par sa mère Jean Christensen aux États-Unis. Jean avait autrefois travaillé dans les relations publiques de la lutte et avait rencontré André à travers l'industrie.
Elle était également grande, mesurant plus de 6 pieds et 4 pouces, et avait attiré l'attention d'André en partie à cause de leur stature physique partagée. Mais leur relation n'a jamais été officiellement reconnue comme un mariage, et au moment où Robin est né, ils s'éloignaient tant déjà. L'enfance de Robin a été marquée par la confidentialité et la curiosité. Beaucoup de gens savaient qu'elle était la fille d'André, et cela attirait parfois une attention indésirable. Mais sa mère a essayé de la protéger du public, lui offrant une vie aussi normale que possible dans les circonstances. Robin a parlé ouvertement ces dernières années du mélange étrange d'être connecté à quelqu'un d'aussi célèbre tout en se sentant personnellement éloigné de lui. Physiquement, Robin a hérité de certaines caractéristiques de son père. Elle est grande et forte, ce qui l'a fait se démarquer, tout comme son père. Mais elle était également connue pour sa volonté et son indépendance. Contrairement à André, qui est entré dans la lutte à l'adolescence et est devenu une star internationale, Robin a choisi son propre chemin. Et ce n'était pas toujours sous les projecteurs. À un moment donné, Robin a envisagé une carrière dans la lutte. Étant donné son héritage et son apparence, de nombreux fans et promoteurs étaient curieux de voir ce qu'elle pouvait faire. Elle s'est entraînée et a essayé, mais finalement le monde de la lutte ne lui convenait pas. Cela ne semblait pas être la bonne voie. Elle a déclaré dans des interviews qu'elle respectait ce que son père avait accompli, mais qu'elle ne ressentait pas le besoin de suivre ses traces sur le ring. Au lieu de cela, Robin s'est concentré davantage sur le cinéma, l'art et la narration, en particulier en ce qui concerne le récit de la véritable histoire de son père. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des documentaristes pour apporter plus de profondeur et de vérité à la légende d'André le Géant. Deux projets notables auxquels elle a participé étaient André le Géant, Plus près du ciel, un documentaire de 2015, et André le Géant de HBO, qui a mis en lumière la vie d'André pour une nouvelle génération de fans. Le rôle de Robin dans ces projets n'était pas seulement en tant que fille, mais en tant que gardienne de son héritage. Elle a aidé à s'assurer que les documentaires montraient non seulement le performeur, mais aussi la personne derrière le mythe. Elle a plaidé pour une narration honnête, y compris les parties douloureuses de sa vie, comme ses luttes de santé, sa solitude et l'isolement qui accompagnaient avant le fait d'être si différent des autres. Pour Robin, ces vérités étaient essentielles pour comprendre qui était vraiment André. Aujourd'hui, Robin mène une vie relativement privée à Seattle. Elle n'est pas une célébrité publique et elle choisit sa vie loin des projecteurs.